Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Littérétro. Ça fait 2-3 fois là que je les mets sur YouTube maintenant, je crois que c'est la troisième fois. Parce que je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser, étant donné que ça permet de découvrir des livres. Voilà, parce que effectivement, des vieux livres qui ont du coup entre 70 et entre 20 et 70 ans, on va dire en gros, hein. Et je pense que c'est voilà, je pense qu'on connaît pas forcément tout ce qui existe. Et pourtant, je ne sélectionne que les livres qui ont marqué leur année de sortie. Alors attention, je reprécise encore, c'est l'année de sortie originale. Ce serait trop compliqué de faire les années de sortie françaises. Donc c'est les années de sortie originale, mais je vous indique à chaque fois l'année de sortie en France, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce sont les livres qui ont marqué une année, en tout cas dans leur pays original, et qui ont marqué ensuite d'autres pays avec les traductions, bien évidemment. Voilà, et donc je suis, comme d'habitude, en live avec les copines, et on était en train de blaguer sur les jeux vidéo, la politique, voilà. Et du coup... Ah oui, alors voilà, là on parle du coup des années de naissance de un peu tout le monde. 56, j'étais pas née. Et forcément, je crois qu'en 56, là, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient nés, hein. Moi, c'est presque l'âge de mon père. Mon père étant né en 53. Voilà, il avait 3 ans. Donc oui. Mais du coup... Mais du coup, voilà, j'avais fait, donc j'ai fait les années 80, j'ai fait les années 60, 70, 80, 90, j'avais pas encore fait les années 50. Je pense que maintenant, je vais faire une année chaque décennie, en fait. Donc la prochaine fois, ce sera une année dans les années 60, alors ça sera un peu aléatoire, hein. Puis 70, 80, 90, je reviendrai dans les années 50, et ainsi de suite. Je pense que je ferai comme ça, histoire que ça soit pas trop fouillis non plus. C'est vrai que j'avais commencé un petit peu aléatoirement. En fait, à la base, je pensais faire les années 80, commencer par les années 80, je pensais faire 80, et j'avais commencé par 1980, et je pensais faire 80, 82, etc. Mais on m'a dit, ah non, ce serait bien de faire d'autres décennies, enfin de mélanger, donc ok. Ok. Ah, Martine, t'es née en 56. Ok, d'accord, bah voilà, tu vois, je fais ton année de naissance, ode à toi. Ode à toi. Donc, cette année-là, on a d'habitude... Alors, d'habitude, je suis con. D'habitude, en même temps, dans toutes les décennies sont différentes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de science-fiction, d'une façon générale. Et même déjà, dans les années 50, il y avait déjà pas mal de science-fiction. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment des livres qui sont souvent assez marquants. Vous n'allez pas voir de la fantaisie, par exemple, ou de l'horreur, ou non, vous allez voir, par contre, vous allez voir pas mal de science-fiction. Alors, c'est souvent dû, je pense que la SF, dans cette période de 30 glorieuses, parce que c'est vraiment pendant les 30 glorieuses hein, qu'il y a eu beaucoup de science-fiction, je pense que voilà, c'est dû à l'après-guerre, c'est dû au fait que les gens aient été traumatisés par le Troisième Reich, hein, par les nazis, tout ça, et c'est vrai que ça se retrouve souvent. Voilà, il y a quand même pas mal de SF qui sont des dystopies. Alors ça peut être du space opéra, tout ça, mais il y a toujours un côté dystopique, il y a toujours un système politique totalitaire, il y a toujours... Enfin voilà, c'est vraiment... il y a, dans cette période des 30 glorieuses, il y a vraiment un traumatisme autour de ça, quoi. Voilà. Et ouais, moi non plus, je m'étais dit, ouais, c'est normal qu'il y en ait dans les années 70 et 80, mais non, même dans les années 50, mais parce que vraiment, c'est vraiment... Enfin, c'est une hypothèse, hein, mais je pense que c'est vraiment lié à ça. Beaucoup de contemporains. Beaucoup de contemporains, parce que, justement, le fait de sortir de la guerre fait que beaucoup de gens ont écrit sur l'après-guerre. Voilà, donc forcément dans les années 50. Donc au final, on n'est pas sur de l'historique, on est sur du contemporain, ça se passe de leur jour. Et voilà, alors que historique, il y en a très peu, mais vraiment, je pense, voilà, il y a vraiment un impact un peu de la Deuxième Guerre mondiale hein, dans ces années 50.
Et voilà, donc bon, alors 2 autrices seulement. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais franchement, j'ai galéré, hein, parce que il y avait quelques autrices, mais c'est des livres qui ont pas... Voilà, j'allais pas rajouter des livres juste pour avoir des autrices, donc c'est parlant, hein, c'est parlant. Et plus on va... D'ailleurs, plus on avance dans le temps, et plus il y a d'autrices, hein, forcément. Mais là, les années 50, c'est pas ouf. Et oui, c'est clair, c'est pas si étonnant. Mm, mm. Et voilà, et puis au niveau des pays, bon, les États-Unis sont toujours en tête. Mais par contre, la France est très bien représentée cette année-là. Voilà, on a eu des... On a eu un bon cru, on va dire. Voilà. Voilà, voilà. Il y avait des livres japonais. Alors, il y en avait 3. Mais il y en a un que j'ai pas mis parce que je le trouvais problématique. Alors, autant il y a des livres problématiques que je peux mettre parce que c'est bien justement d'analyser, de dire, bon voilà, à l'époque et tout ça, mais celui-là, truc incestueux et tout, j'étais là, j'ai pas envie de parler de ça. Voilà. En plus, c'était vraiment un truc vraiment basé sur le sexe, quoi. J'étais là, ouais, non, c'est un peu trop... non. Non, non, non. Mais les Japonais, ils ont un souci avec ça. Parce que même là, il y en a un des deux, là. Il est aussi très très basé là-dessus. Hein. Bref, donc voilà, écoutez, on peut commencer. Je sors mon petit diaporama et donc c'est parti. Et donc on commence avec un classique un classique Disney. Hein, voilà, on va pas se mentir, c'est plutôt l'adaptation qui est connue plus que le roman. Les 101 Dalmatiens de Dodie Smith. Voilà, bon, bah, c'est un roman jeunesse. Alors bon, est-ce que je dois vous rappeler l'histoire? Vite fait, hein, donc c'est un homme et une femme qui se rencontrent parce qu'ils ont chacun un dalmatien et au final, la femelle va mettre bas pas mal de chiots. Alors pas 101 hein, en fait, mais enfin pas 99. Et puis, ils vont être poursuivis par une femme qui s'appelle donc Cruella, qui veut absolument récolter leur fourrure pour faire des manteaux. Voilà, c'est sympathique. On était sur la thématique du braconnage tout à l'heure, c'est bien, on reste un peu dedans. Ouais, moi aussi, c'est un Disney que j'aime bien. Et oui, voilà, c'était un roman. Bon, après, Disney, hein, en général, c'est souvent ça, hein, on va pas se mentir. Soit c'est des contes, soit c'est des romans. Donc, voilà. Et du coup, alors, ça a mis du temps à sortir en France. Pour vous dire, le film est sorti avant le livre en France. Hein, voilà. C'est très clair. Et puis, quoi dire de plus? Bon, il y a quelques différences. Alors, il y a quelques différences entre le roman et le film. Hein. C'est pas Perdita, c'est Mrs. En fait, il y a vraiment une Perdita, mais c'est une autre chienne. Et mais Disney a préféré... Non, c'est même pas Disney, c'est le scénariste en fait. Bill Pitt, il s'appelle. Il a préféré le prénom de Perdita. Voilà, et après, bon, c'est plutôt des différences de personnages, de noms et tout, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence majeure. Hein, voilà. Et donc, c'est notre première autrice, l'une des 2 autrices. Ouais, j'avoue que l'adaptation... Oh, il y a pire, hein. Enfin, il y a pire. Il y a eu des adaptations on va le voir là, qui ont été faites l'année d'après, quoi. L'année d'après la sortie, bim, film, direct. Attends de là, toi. Ah, voilà. Et ouais, il n'est pas très connu ce roman. Hein. Il n'est pas très connu. Mais voilà. Vous le saurez. Bon, c'est un livre jeunesse. Hein. Là, pour le coup, voilà, ils ont vraiment... Autant quand on voit, je sais pas, Notre-Dame de Paris, enfin, même les contes de Grimm, ils ont vraiment fait des adaptations gentillettes, voilà, rien à voir avec le matériau de base, alors que là, de base, c'était gentillet et ils ont fait une adaptation gentillette. Voilà.
Donc il y a pas, là, il n'y a pas grande différence sur ce coup-là. Allez, ensuite. Ensuite. Alors, ça c'est pas très très connu aussi, mais enfin c'est pas très très connu. En vrai, si, c'était connu à l'époque. C'est toujours pareil. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment choisi des livres qui ont marqué un peu leur année et qui ont marqué un peu la postérité aussi, hein, mais effectivement, après, voilà, c'est pas... Mais là, c'est une trilogie, voilà, donc Le Cavalier Seul, c'est le premier tome, et ensuite, c'est Cœur pensif et La Partisane, et en fait, on est vraiment sur un genre de... C'est pas vraiment une saga familiale, mais c'est pas très loin. Sur l'histoire d'un couple qui va contracter un mariage d'intérêt, donc un noble qui est marquis, et donc sa femme, sa future femme, c'est la fille du régisseur d'un domaine qui a racheté le domaine. Donc c'est vraiment, voilà, d'un côté, tu as le titre, et de l'autre, tu as l'argent, quoi. En gros, hein, c'est ça. Et donc on va suivre un peu toutes les histoires autour de ce couple, de leur famille. Il va y avoir des enfants, machin, tout ça. Voilà, voilà. Il n'y avait pas tant de livres que ça à mettre, hein. Plus on retourne dans le temps et plus c'est compliqué forcément. Mais voilà, celui-là il était quand même assez important. Donc voilà. Pour celui-ci. Alors, bon, là, on passe à un auteur quand même ultra connu, Philip K. Dick, avec Les Chaînes de l'avenir. Par contre, c'est pas un de ses plus connus, un de ses romans les plus connus. Il en a fait tellement, il faut dire. Et donc là, on va être dans un monde... Je sais pas si c'est un anticipation. Bon, en tout cas, on est dans une genre de dystopie. Le monde a été dévasté par la guerre et il y a un nouveau système politique qui a été mis en place qui repose sur le relativisme. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans dans l'explication de ce qu'est le relativisme? C'est pas spécialement la peine. Ce qui est important, c'est qu'on va suivre un homme qui s'appelle Jones et qui prétend pouvoir lire l'avenir avec 1 an d'avance. C'est précis, attention. Et donc, il va pouvoir prendre le pouvoir. Voilà, il va pouvoir prendre le pouvoir parce qu'il va rallier les gens au fait que, ben voilà, je sais prédire l'avenir, etc. Et en parallèle, on va suivre aussi des êtres génétiquement modifiés qui vont être créés pour coloniser Vénus. Donc voilà, on est vraiment dans un truc, encore une fois, un peu totalitaire. D'ailleurs, sur Wikipédia, on nous explique qu'il y a un gros parallèle avec le nazisme et le soviétisme. Voilà. On est toujours dans les régimes totalitaires. Le fait d'imposer une doctrine, voilà, puis bah le culte. Là on est vraiment dans le, c'est même pas marqué, mais on est vraiment dans le culte de la personnalité, voilà. Et le roman est parfois qualifié de post-apocalyptique aussi. Bah oui, forcément, monde dévasté par la guerre. Donc voilà, moi, j'en ai tellement lu des dystopies comme ça que à un moment, faut qu'il y ait vraiment un petit truc qui me fait dire que ah, ça va être original, quoi. Tu me fais rire, Estelle. Certes. Ouais, j'avoue, c'est vrai, Karine, que Philippe K. Dick, il est dans beaucoup de littérétro, en fait, hein. Bah, il a été très, très prolifique, en vrai, hein. Je pense qu'il y a des auteurs comme ça qu'on va retrouver. Ça, c'est clair. Ensuite, alors, celui-là, il n'est pas hyper connu, mais en fait, je l'ai mis parce que il est... D'ailleurs, moi, ça fait partie des livres que j'aimerais lire. Il est dans la liste des 100 livres, des 100 romans qui ont façonné notre monde d'après la BBC. Voilà.
donc ce qui n'est pas rien quand même. Et puis surtout, c'est un roman LGBT. Voilà, à cette époque quand même, c'était pas commun, puisque en fait, on va y suivre David. Donc on est après la guerre, hein, donc voilà, dans les années 50 typiquement. David est à Paris et il est censé rejoindre sa fiancée en Espagne. Sauf que il va tomber amoureux d'un homme qui s'appelle Giovanni. J'en sais pas plus et au final, c'est pas grave. Et ça a même donné, apparemment, ça a même donné son nom à le livre a donné son nom à une librairie à Philadelphie, la plus ancienne librairie LGBT des États-Unis. C'est classe quand même. Je trouve ça classe. Voilà, qui s'appelle Giovanni's Room, puisque c'est le titre original. Voilà. Du coup, je suis assez intriguée, moi, personnellement, par ce roman. Et James Baldwin, pour la précision, James Baldwin est un auteur noir. Alors, je ne sais pas s'il est gay, je crois pas. Je sais pas, j'en sais rien. Il écrit surtout, James Baldwin, il écrit surtout justement sur le racisme. Voilà, il est plus là-dedans. Donc c'est vrai que cette œuvre-là, elle est assez à part au final. Donc c'est vraiment intéressant. Du coup, voilà, auteur noir, histoire LGBT, représentativité en 1956. Voilà, fallait le faire. Ensuite. Alors, lui, hein, par contre, on ne le présente plus. Albert Camus. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu, La Chute. Mais du coup, je le lirai bien. Je suis assez curieuse. Donc, dans La Chute, qui est un roman court, on va y suivre un homme. Est-ce qu'il a un prénom, cet homme? Jean-Baptiste. Voilà. Jean-Baptiste, qui est un ancien avocat, qui habite qui est anciennement parisien et qui habite à Amsterdam. Donc c'est un petit bourgeois, voilà. Il est toujours avocat d'ailleurs. Pourquoi j'ai mis, du coup, ouais, j'ai même pas vu, c'est parce que j'ai vu ancien avocat parisien dans ma tête. Il était plus avocat, mais il est toujours avocat en fait, hein. Il est toujours avocat. Voilà, donc il mène un peu une vie, quand même, un peu la grande vie, quoi. Et puis un jour, il va secourir une jeune femme. Alors, il est à Paris, à ce moment-là. Il est revenu à Paris. Et il va secourir une jeune femme qui est en train de se noyer, en fait, sous un pont de Paris. Et à partir de là, en fait, il se rend compte à quel point il était con, en fait. Voilà, à quel point son comportement était nul. Et en fait, il va faire tout un monologue, au final, sur sa place dans le monde, sur à quoi il peut bien servir, voilà. Et puis il va raconter tous les événements qui ont un peu traumatisé son passé aussi, tous les regrets qu'il peut avoir, etc., la culpabilité qu'il peut ressentir, bref, voilà. C'est d'où la chute d'un homme, en fait. Voilà, La déchéance d'un homme, c'est un autre roman, ça, mais on est un peu sur le même principe, en vrai. Alors, attendez. Il semble que Dany Laferrière ou Colson Whitehead l'avait cité à la Grande Librairie. Ah, James Baldwin, tu veux dire, Karine? D'accord, ok. Ouais, j'ai vu qu'il s'était passé à la Grande Librairie. J'ai regardé des extraits sur YouTube. Les clichés des avocats tels que les gens imaginent le métier d'avocat. Oui, certainement, certainement, Estelle. Bon, après, on est dans les années 50, hein, donc c'est encore une autre époque, hein. Mais ok. Ouais, du coup, ouais, moi j'aimerais bien lire James Baldwin. Vraiment que je me procure un livre de lui et que j'en lise. Ce serait pas mal. Donc voilà pour Camus, prix Nobel de littérature. Allez, on revient à la science-fiction, sinon c'est pas drôle. Avec
Alors, un autre auteur ultra connu de chez Connu, qui lui aussi est un peu un habitué des littés rétro, hein, Arthur C. Clarke, avec La Cité et les Astres. Alors pareil, c'est pas son plus connu, mais voilà. Et donc là, on va être dans un space opéra de nouveau. Et on va être en fait, donc au début on va être sur Terre, dans une cité qui est complètement intelligente, dirigée par un ordinateur omnipotent en fait. Et ils sont tous un peu en vase clos finalement dans cette cité, parce qu'ils ont peur du dehors en fait. Ils ont vraiment très peur, ils veulent rester dans leur zone de confort, dans cette ville où tout est dirigé finalement, voilà. Et en plus ils sont plus ou moins immortels finalement, parce que ils sont maintenus en vie grâce à des circuits d'éternité, ça s'appelle circuits d'éternité, qui les reproduisent en fait à l'infini. C'est un peu un genre de clonage finalement. Et en fait, évidemment, comme dans beaucoup de livres de science-fiction, il y aura toujours un héros qui va être différent des autres. Voilà. Et il s'appelle Alvin, et Alvin, lui, il n'a pas peur de l'extérieur. Et donc, son but, c'est de partir à l'extérieur et il va faire une découverte. Voilà, voilà, voilà. N'en sais pas plus. Même si j'ai en vrai, j'étais un peu spoilée, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà. Bon, c'est encore une fois... Hein, alors, j'aime bien parce qu'on se dit... Nous, là, en 2023, on se dit, ouais, c'est un peu du vu et revu. Il y a un côté le meilleur des mondes, tout ça. Mais on est dans les années 50, les gars, quand même. Alors, le meilleur des mondes, ça date d'un peu avant, je crois. Mais bon, bref, à cette époque, c'était quand même ultra rare, ce genre de thématique. Donc, voilà. Mais ça... Enfin, ultra rare, oui et non. Ça commençait à... à pulluler un petit peu, mine de rien. Mais voilà, toujours pareil, les régimes totalitaires, tout ça... Ouais, c'est clair, l'immortalité. Après, je suis pas sûre que ce serait bien pour la Terre. Hein. Si tout le monde était immortel, ce serait un peu compliqué. Ou alors, il faudrait plus faire d'enfants. Voilà. Comme dans Les Fils de l'Homme. On peut plus... Tout le monde devient stérile. Donc, et on vit notre meilleure vie. Mais si on pouvait être immortel, tant qu'à faire. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille, en fait. Bon, pour les gens qui ont des vies de merde, c'est pas cool, par contre. Pas sûr. Enfin, bref. On n'y est pas encore à l'immortalité, je crois. Hein. Et honnêtement, si ça existait, ça serait réservé à une élite, on va pas se mentir. Hein. Ce ne serait pas nous, pauvres mortels, qui auront accès à ce genre de truc. Ouais, à l'époque, c'était très avant-gardiste, ça c'est clair. Et donc, pour rester dans les étoiles, alors c'est marrant parce que là, c'est The City and the Stars, et donc celui d'après, c'est Double Star. Double étoile. Vous le sentez là, le dégomme-tapal avec l'astre dans le titre. Donc, Double étoile de Robert Heinlein, je suppose, qui est, contrairement à ce que son nom l'indique, un Américain. Et donc, on est encore dans un space opéra. Alors, c'était la mode des space opéras. Hein. Il y a eu des moments où c'était dystopie à mort, c'est-à-dire anticipation, on va dire, plutôt. Là, c'est space opéra en 1956, ils aimaient bien le space opéra. Hein, vraiment, ils aimaient bien... Alors, il y a ça aussi. On est en pleine période de colonie, tout ça, colonisation à mort. Et donc, il y a beaucoup de livres qui parlent de coloniser les autres planètes. Voilà, donc là, j'en avais parlé dans... Je ne sais plus dans lequel. C'était dans Les Chaînes de l'avenir, là, dans le Philippe K. Dick. Ça parlait de colonisation. Mais il y a vraiment un truc comme ça. Et je suis là, d'ailleurs, je me demande s'il n'en parle pas aussi, tiens, de colonisation. Je ne l'ai pas marqué. Non, là, on est... mais il y en a un autre qui en parle aussi. Donc oui, il y a ça aussi, il y a les colonies, quoi. Ça, c'est pas foufinou, mais bon.
pour... c'était lequel 50 ans après? Ça, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui, celui-là, ouais. Alors, je suis pas sûre, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de traces d'une sortie d'avant 2002. Mais ça m'étonne quand même qu'ils aient attendu aussi longtemps. Donc, à mon avis, il y a dû y avoir une traduction avant. Mais j'ai juste pas trouvé. J'ai pas trouvé sur Internet. Donc, voilà. La plus vieille, la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est 2002. Donc, bon. Là, par contre, la sortie française, elle a pas attendu longtemps. Pour le coup, pour Double Star, pour Double Étoile. Donc là, en fait, on va... donc d'ailleurs, il a eu le prix Hugo, ce roman. Là, on va suivre un homme qui s'appelle Lawrence. Alors oui, c'est Lawrence version américaine, hein, avec un W. Hein. Qui est un acteur et imitateur qui est très imbu de son talent, voilà, qui préfère mourir de faim que d'accepter un rôle sous-payé. Mais du coup, bah, il accepte plus de rôle. Donc, il est un peu sans emploi et un peu au bout du rouleau. Mais un jour, il y a un homme qui va lui proposer de réaliser une prestation d'imitation si parfaite que personne ne pourra deviner que c'est une imposture. Et son rôle de composition, ça va être tout simplement de prendre l'identité de l'un des plus éminents hommes politiques du système solaire. Oui, là, on est carrément dans le système solaire. Hein. Voilà. Et en plus... Le truc, évidemment, pas cool pour Laurence, c'est que ses idées politiques sont évidemment l'inverse de ses propres idées. Mais voilà, comme ça va être très très bien payé, il va évidemment accepter. Et le souci, c'est qu'il va se rendre compte que il y a beaucoup d'enjeux autour de ça et qu'il y a beaucoup... et qu'il y a une possible guerre avec les Martiens et que, en gros, il se retrouve un peu pris dans un engrenage politique un peu compliqué. Voilà, voilà pour cette histoire-là. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la conquête spatiale. Tout à fait, Estelle, tu as raison. Tu as raison, mais... c'est tellement lié, finalement, quand il pense, la colonisation et la conquête spatiale, c'est très lié, parce que, voilà, bon, évidemment, il y a l'envie d'explorer autre chose, mais il y a surtout l'envie de l'investir, quoi. Hein, voilà, on va pas se mentir, c'est l'envie d'exploiter d'autres endroits. Hein. C'est triste à dire, mais c'est un peu le propre de l'homme, malheureusement. Mais voilà, du coup, ouais, du coup forcément ça fait beaucoup fantasmer, hein, les univers méconnus comme ça fait beaucoup fantasmer. Et forcément, il y a pas mal de science-fiction autour de ça. C'est vrai d'ailleurs, tu as raison d'en parler, parce que c'est vrai que du coup, avant les premières, donc il n'y a pas eu que la Lune, il y en a eu d'autres, mais avant les premières réussites, on va dire, spatiales des États-Unis, de la Russie, on avait beaucoup plus, du coup, de space opéra, alors qu'après, on est plus parti dans des choses un peu plus concrètes, très dystopiques, etc. Donc, ouais, je pense que ça joue aussi, finalement. Parce qu'une fois qu'on a réussi à voir ce que c'était, ça faisait peut-être un peu moins rêver aussi, je ne sais pas. Oh, je fais encore des hypothèses, hein. Coucou Prissy. Ouais, c'est ça. Estelle, tout à fait. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai que ça joue pas mal aussi. Hein. Donc, voilà pour celui-ci. En 56, j'en ai pas noté beaucoup que j'avais vraiment envie de lire, honnêtement. Alors, tiens, on reste un peu dans les histoires d'espace, sauf que là, on est dans un essai. C'est rigolo. L'échec d'une prophétie. Alors, c'est un trio d'auteurs. Donc, il y a Léon Festinger, Henry Reichen et Stanley... Je ne prononcerai pas. Pourquoi ils ont des noms compliqués comme ça? Bref, vous le voyez écrit sur le livre. Donc, en fait, ce livre, c'est une étude, très précisément, qui a été menée donc, par les 3 auteurs qui sont des spécialistes en psychologie.
qui ont cherché à analyser comment les individus réagissaient à la suite de la réfutation d'une croyance à laquelle ils adhéraient fortement. Et pour ça, en fait, ils ont suivi un groupe d'ufologistes. Alors les ufologistes, c'est des gens qui sont passionnés par les extraterrestres, en fait. Et ces ufologistes, ils étaient persuadés de l'imminence de la fin du monde. Et donc, nos psychologues, là, ils les ont suivis pour les étudier, en fait. Et pour mettre à mal leurs croyances et pour voir comment ils allaient réagir, voilà, tout simplement. Alors bon, je ne vais pas vous raconter toute la chronologie, tout machin, parce que je pense que ça serait plus dans l'intérêt de lire le livre. Hein. Mais en gros, voilà. Donc ça nous parle notamment, on dit que c'est l'un des tout premiers cas publiés de dissonance cognitive aussi. Dissonance cognitive, hein, quand tu... Quand ton esprit va finalement un peu à l'encontre entre en contradiction avec ce qui... Putain, il y a un chat qui n'est pas le mien, là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh putain, il m'a vu, là. Le chat noir. En contradiction, en fait, avec les autres, finalement, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Hein. Quand tu as un comportement... Non, même pas. C'est quand toi-même, tu entres en contradiction avec toi-même. Quand tu as un comportement qui entre en contradiction avec tes propres croyances. C'est plutôt ça, en fait. Donc, voilà. Voilà. C'est intéressant, je trouve. Et en fait, c'est devenu... Donc, ce livre, je l'ai mis parce que c'est devenu, apparemment, c'est considéré comme un classique de la psychologie sociale. Voilà. Donc, ça fait partie des nombreuses expériences assez connues comme ça, hein, voilà, on pense à l'expérience de Milgram, par exemple. Donc, mais là, ça a été transcrit en livre. Je trouve ça cool. Voilà pour celui-ci. Surtout qu'à l'époque, il devait y en avoir des gens qui croyaient aux extraterrestres. Hein. C'est marrant parce qu'on parlait de ça justement juste avant. Alors il y en a qui écrivent de la science-fiction, puis il y en a qui ont des délires de fin du monde et qui font du prosélytisme. On n'est pas dans le même délire. Hein. Allez on reste dans la science-fiction, du coup. Où il est avec l'Empire de l'atome, donc de A.I. Van Vogt, donc qui est un auteur canadien. Donc canadien anglophone, hein, je précise aussi. Et donc l'Empire de l'atome, c'est le premier tome d'un cycle, c'est le cycle de Lynn. Et donc la suite, c'est le sorcier de Lynn. Voilà. Où en fait on va suivre donc il y a eu une destruction massive du monde, mais un peu radioactive, quoi, un peu beaucoup même. Ce qui a fait que il y a des personnes qui sont nées avec des mutations. Et donc, évidemment, il va y avoir de la discrimination, tout ça. Voilà, donc la société va rejeter totalement ces mutants, forcément, qui sont à cause des radiations. Et puis, en fait, on va suivre... je vais peut-être pas lire le résumé détaillé parce que j'ai peur que ça spoil. Mais on va suivre un des mutants, en fait, qui fait partie... Alors, c'est un mutant qui est né dans une famille qui fait partie de l'élite, en fait. Donc, du coup, c'est un peu la loose d'avoir mis au monde un mutant dans cette famille. Et en fait, on va, pour pas avoir à... parce que s'il fait quand même partie de la famille, donc on va évidemment pas le persécuter, le tuer, tout ça. Donc, on va l'envoyer plutôt en exil, en gros, hein, on va l'envoyer faire une formation scientifique. Et au cours de cette formation, il va se retrouver à devoir s'immiscer dans la vie politique. Et il va notamment apprendre qu'il y a peut-être des extraterrestres qui vont envahir la Terre. Bref, voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, bon, encore une fois, hein, extraterrestres, tout ça... des envahisseurs. Alors, j'aime bien parce qu'on a un délire de colonisation, mais on a peur d'être colonisé aussi, hein, forcément.
Eh oui, c'est pas drôle. C'est bien beau d'aller exploiter les autres pays, les autres planètes, mais bon, quand c'est les autres planètes qui viennent chez nous, là, on n'est pas très jouasse. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, enfin, ça me fait rire jaune en vrai, s'il n'y avait pas eu des millions de morts à cause de ça. Ça serait peut-être un peu plus drôle, mais c'est vrai que c'est typiquement ça. Hein. Voilà, aujourd'hui encore. Hein. Voilà, des gens qui disent oui, le grand remplacement. Mais mec, si on n'était pas allé pourrir ces pays-là, bah peut-être que t'aurais un peu moins les chocottes aujourd'hui. Bref, voilà. Eh ouais, c'est exactement ça. Désir de colonisation, mais rejet des personnes différentes. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ces gens-là, ouais, désolé, je parle encore politique, mais ces gens-là, c'est les premiers à dire oui, il faut s'adapter à son pays, il faut pas imposer sa culture, il faut s'adapter à la culture de son pays. Mais mec, toi, quand t'es allé coloniser, t'as fait quoi? Tu t'es adapté à la culture du pays là-bas? Comment ça se passe? Quand tu sais que même encore maintenant, les expats qui vivent dans les pays du Maghreb, notamment, ils sont dans des quartiers français, ils mettent leurs enfants dans des écoles françaises et tout ça. C'est ça l'intégration? Ben tiens, c'est toujours pour les autres, mais jamais pour soi-même. Ça me fait rire. Ah purée. Bref, donc ouais, c'est assez symptomatique tout ça. Hein. Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est ça que j'aime bien avec l'IT rétro, c'est que on voit le rapport entre les périodes en fait et ce qui sort finalement par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est intéressant. Oui, bah c'est ça. Ah oui, mais complètement. Expat, ah bah oui, bah eux, ils sont pas partis pour des raisons de guerre ou voilà. Ah, ça c'est clair. C'est pire encore, j'ai envie de dire même. Pour le coup, c'est pire. Mais bon. Ah bah oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Mais voilà. Mais du coup, évidemment qu'on a le droit de mettre ses enfants dans des écoles françaises et de vouloir machin. Mais dans ce cas, quand les autres viennent en France, c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent aussi, en fait. S'ils ont envie de vivre leur religion, leur culture, on est dans un pays laïque. La laïcité, c'est le droit de vivre ses croyances. Voilà. Hop, les gens. Bref. Ensuite. Alors, on change un peu de style avec l'Étrusque de Mika Waltari, donc qui est un auteur finlandais. Et donc là, on est avec un roman historique. Alors là, on est historique de ouf, puisque ça se passe carrément dans l'Antiquité, où on va suivre en fait les aventures d'un jeune homme qui en fait va beaucoup voyager, notamment voilà, en Grèce, en Sicile, à Rome, en Étrurie, en Toscane, bon en fait dans tout l'empire finalement latino-grec, hein, gréco-romain, voilà plutôt ça, gréco-romain, je cherchais le terme, dans tout l'empire gréco-romain. Et donc on va suivre un peu voilà toutes les rencontres qu'il va faire, mais aussi un peu sa quête de spiritualité, la femme dont il va tomber amoureux aussi, enfin voilà et tout l'aura qu'il va avoir en fait, qui va reposer sur lui. On va le dire notamment que voilà, il a été choisi par les dieux et les déesses, etc. Enfin voilà, c'est voilà, depuis tout à l'heure, il y a pas beaucoup de romans où je me dis waouh, j'ai trop envie de le lire, alors que d'habitude dans les IT rétro, il y en a toujours. Mais je sais pas, c'est intéressant parce que ça se passe dans l'Antiquité. Après, voilà. Est-ce que, en plus, bon, un auteur finlandais, est-ce que c'est très pertinent? Du coup, je sais pas. Je sais pas trop. Mais bon, voilà. Et donc, ouais, il y a vraiment, il y a vraiment tout un lore, finalement, autour de ce livre, hein, complètement, quoi. Tout un univers. Donc, on retrace la carte de tous les déplacements, donc, de Turms. Il s'appelle Turms. Je sais pas comment on prononce, en fait. Et voilà.
Je sais pas si vous, ça vous intéresse, ce genre de livre. Ouais, c'est clair, Julie. Complètement. Complètement, c'est vrai que... bah, disons qu'il y a eu des évolutions, mais que c'est un cycle au final, voilà. Donc là, on se retrouve... le cycle, il est à peu près d'un siècle, hein, voilà. Là, on se retrouve un peu comme dans les années 30, hein, clairement. Clairement, la crise économique, la montée du fascisme, voilà, on est typiquement dans les années 30. Alors on espère, en plus, bon, il y a déjà une guerre, mais on espère que ça va pas débuter sur une guerre mondiale, hein, ou sur pire qu'une guerre mondiale. Pour moi, ce serait vraiment bah, la victoire du fascisme partout, quoi. Qu'on soit vraiment dans un monde totalitaire. Mais bon, on n'y est pas, on n'y est pas. Ouais, après, ça a l'air... C'est vrai que sur le principe des voyages là, de ce personnage, ça a l'air cool. Mais tout le côté quête spirituelle, un peu ésotérique, voilà, je suis moins de ouf. Même si pourtant j'aime beaucoup la mythologie, je pense que il va être question de mythologie, hein, à la limite, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est sûr, Julie. Oui, bah oui. Nous aussi, nous, ça revient aussi un peu en arrière, hein, en ce moment, hein. On va pas se mentir, hein. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Ensuite, alors celui-là, je pense que vous devez connaître le film, même si vous ne l'avez pas vu. Fantasia chez les Ploucs de Charles Williams. Qui, même s'il est sorti chez Folio Policier, c'est pas un policier à proprement parler, c'est un roman noir. Voilà. Où on va suivre plein de choses en fait, mais en gros, on va suivre un petit garçon, Billy, qui va en vacances chez son oncle. Donc on est en pleine période de prohibition. Alors, il y a un petit côté historique, on va dire, mais bon, comme c'est dans les années 30, c'est pas beaucoup avant. Voilà, c'est comme si on disait, nous, un roman qui se passe dans les années 2000, c'est historique, quoi. Bon. Donc on est en pleine prohibition, donc période de prohibition aux États-Unis, c'est quand il était interdit d'importer de l'alcool, enfin il y avait plein d'interdictions autour de l'alcool. Je ne saurais pas exactement vous dire les détails, bref. Et en fait, son oncle, apparemment, il est soupçonné justement de fabriquer de l'alcool de contrebande. Et donc le shérif l'a à l'œil en fait, parce qu'il rêve du coup de le coincer. Et puis sur ces entrefaites-là, on va dire, il y a un médecin qui arrive dans cette ferme avec sa nièce, Miss Harrington. Et Miss Harrington, elle va faire tomber tous les hommes en fait, parce qu'elle est ultra sexy. Et sauf que un jour, Miss Harrington va disparaître. Voilà. Et j'en sais pas plus. Et tout ça, c'est raconté en fait du point de vue du petit garçon qui s'appelle Billy. Pour information. Ben voilà. Ouais, non, c'est pas le même Fantasia. Il me fait très réfléchir. Ouais, après, c'est chacun. Moi, ça dépend, en fait. Ça peut me plaire ésotérique comme ça peut me rebuter. Ça dépend comment c'est traité, en fait. Donc, voilà pour celui-ci. Et donc, du coup, celui-ci, il a donné un film... quand même avec donc un film de Gérard Pires, voilà, qui est un réalisateur français très connu, hein. Film français, c'est un livre italien et le film est français, enfin il est italien, n'importe quoi, américain, mais c'est parce que je voulais dire que le film est franco-italien. Le livre est américain et le film est franco-italien, mais réalisé par un français, donc Gérard Pires, avec Lino Ventura et Jean-Yann quand même et Mireille Darc, rien que ça. Voilà, et donc Miss Harrington est jouée par Mireille Darc, évidemment. Mireille Darc, c'était une véritable beauté, hein. Donc voilà. C'est marrant. Donc c'est pour ça que le film est quand même assez connu par chez nous, parce que c'est un film français, quoi.
Voilà. Et moi, j'étais persuadée d'ailleurs que c'était un roman français, alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ensuite, on retourne dans la science-fiction, mais là, on est sur un truc un peu différent. On n'est pas du tout sur des dystopies, des space opéras, tout ça. L'homme qui rétrécit de Richard Matheson, qui est aussi un auteur ultra connu. Voilà, auteur américain. Là, en fait, on va suivre un homme qui, pendant ses vacances, va être exposé à une espèce de brume gazeuse. Mais c'est une brume radioactive. Et quelques semaines après, il se rend compte qu'il y a des changements chez lui. Il commence à perdre du poids et surtout, il commence à rétrécir. Et donc là, il va devoir trouver une solution pour survivre et ne pas disparaître, en gros. Ça me fait un peu penser... Du coup, ça me fait penser à Stephen King. Ça me fait penser à La peau sur les os. Ça me fait un peu penser à Élévation aussi, mais parce que Élévation est un peu aussi inspiré finalement de La peau sur les os. Mais c'est marrant, parce que bon, Stephen King, c'est venu bien après. Donc il y a peut-être une inspiration aussi hein, de L'homme qui rétrécit. Je sais pas. Mais c'est rigolo. Sérieux, Karine? Lino Ventura, tu connais pas? Ok, donc bah, après... Oui, mais Karine aussi, j'ai envie de te dire, t'es québécoise à la base, donc... à part Xavier Dolan, je ne peux pas citer des réalisateurs et acteurs québécois, donc je me dis que c'est peut-être pour ça aussi que tu connais pas nos acteurs. Donc voilà, pour l'homme qui rétrécit. Maman, j'ai rétréci les gosses. Ouais, aussi, oui. Mais là, c'est pas pareil. On n'est pas sur la thématique de je risque de mourir quand même. Enfin, si, je risque de mourir, mais en étant bouffé par une menthe religieuse ou par un scorpion, mais pas juste en rétrécissant, quoi. C'est pas la même chose. Mais oui. Ah, d'accord, ok, Karine. Bah là, je peux rien faire pour toi. J'essaie de te trouver une excuse, là. Ah là là. Bon. Bref, voilà. Celui-là, pour le coup, il me rend curieuse. Hein. L'homme qui rétrécit, tiens, j'ai bien envie de le lire. Est-ce qu'il est gros? Ouais, je sais, mais bon, j'ai toujours peur des pavés, moi. Alors, en plus, un pavé juste pour suivre un homme qui rétrécit, voilà, quoi. Je veux pas dire, mais... Ah merde, du coup, il me sort le film. Ah oui, parce que du coup, il y a eu un film. Alors, voilà, c'est ça que je disais d'ailleurs. Film 1957. Hein. Le film, il est sorti dans la foulée, quoi. Ah voilà, Richard Matheson. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Babelio? On nous dit pas. On ne dit pas le nombre de pages sur Babelio. Attendez, je vais mettre nombre de pages. En général, ça marche quand on met ça. Parce que du coup, si jamais... D'ailleurs, qui sait si je ne l'ai pas déjà? Parce que je sais que Kim, il a une grosse collection de romans, de vieux romans SF comme ça. Donc, ça serait pas étonnant qu'on l'ait en vrai. Alors, 272. Oh, bah ça va. C'est super court. Très bien. Bah voilà. Est-ce que je lirai celui-là? Si je le trouve. Merci Estelle, du coup. Donc, du coup, voilà. Comme il n'est pas très gros, peut être pas mal. T'aimes bien la couverture? C'est les vieux folio SF. J'aime bien aussi. Ça fait très rétro. Ça fait très rétro. Ouais, il y a moyen qu'il soit quelque part celui-ci. Il y a moyen. Franchement, d'ailleurs, faudrait que je prenne... Parce que depuis que je fais les lités rétro, il y a plein de trucs de SF qui ont l'air trop cool. Et du coup, avant, je m'y intéressais pas forcément parce que j'étais pas trop... j'aime bien les dystopies. Enfin, j'aime beaucoup même les dystopies. Mais j'étais pas trop tout ce qui est space opéra, tout ça, machin. Mais il y avait des trucs qui me faisaient pas mal envie. Et du coup, faut vraiment que je regarde un peu là ce qu'il y a dans les bibliothèques de Kim. Pour aller voir si on en a certains. Ce serait pas mal. Découvrir ça pour avril autour de la SF, tiens. Je vais essayer de voir si j'en trouve. Ce serait pas mal. Surtout qu'on doit lire un space opéra. Voilà. Ensuite, on change totalement de style
avec un roman historique, Impasse des Deux Palais, de l'auteur égyptien Naguib Mahfouz, je suppose, Mahfouz, qui est le premier volume d'une trilogie qui s'appelle la trilogie du Caire. Et donc, ça commence pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, et ça se termine au moment où éclate la révolution égyptienne de 1919. Et me demandez pas ce que c'est cette révolution égyptienne, parce que je n'en sais rien, et je trouve ça très dommage, pour le coup. Voilà. Et du coup, en fait, ce roman, c'est presque une saga familiale, finalement, puisque... Mais bon, c'est un peu court pour être une saga familiale, on n'est que sur 2 ans. Mais on va suivre la vie d'une famille au Caire, au début du XXe siècle, forcément, hein, de 1917 à 1919. Notamment, donc, on a le père qui s'appelle Ahmed, qui est commerçant et qui est très attaché aux traditions et très autoritaire. Il a eu un fils d'une 20aine d'années qu'il a eu avec une première épouse qu'il a répudiée. Donc ce fils s'appelle Yacine, qui est pas très, qui est un peu oisif et pas très cultivé. Et puis de sa seconde épouse, ils ont eu tous les deux fils. Donc il y a Farmi, qui est étudiant en droit, et Kamal, qui est un peu espiègle, et 2 filles. Donc il y a Radiga, et qui parle beaucoup apparemment, et Aïcha, qui est une très jolie blonde aux yeux bleus, on nous dit. Voilà. Et donc en fait on va suivre toute cette famille-là, avec évidemment on va avoir forcément, j'imagine, le contraste entre la tradition et puis tout ce qui va amener finalement à la révolution égyptienne. Donc on nous dit justement que ça met en avant surtout les femmes. Donc on est vraiment sur la condition des femmes, en fait. Voilà, ça peut être vachement intéressant. Je suis pas forcément fan de romans historiques, moi, mais j'aime bien quand il s'agit de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, en fait, et d'en apprendre un peu plus. Donc ouais, ça peut être intéressant. Voilà. Donc en plus, ouais, si ça parle beaucoup de la condition des femmes, moi ça m'intéresse d'autant plus, pour le coup. Alors pareil, Impasse des Deux Palais. Alors c'est une trilogie, hein, déjà. C'est un peu le problème aussi. Je sais pas si c'est toute la trilogie qui se déroule entre 1917 et 1919, ou si c'est que le premier tome. C'est pas précisé, en fait. Ça, c'est une question que je me pose aussi. Ah non, je crois que c'est que le premier tome, parce que j'ai vu passer vite fait années 40. Il marque quand même saga familiale. Oh, 648 pages le premier tome. Ah, ça pique. Là, ça commence à piquer, là. Là, ça pique. Ouais, c'est un pavé. Merci, Mathilde. Je vois ça, je vois ça. Ouais, donc je pense que ça va continuer historiquement. Donc du coup, on pourrait parler de saga familiale dans ces cas-là sur la durée de la trilogie, en fait. Mais ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant. Mais je me connais. Celui-là, je vais avoir du mal, même si je le trouve d'occasion. Si je le trouve d'occasion, je sens que je vais l'acheter. Mais je sens que je vais avoir du mal à le sortir. Oui, c'est vrai, c'est Mathilde. C'est toi qui fais les 1001 livres, je suis con. Bah oui. C'est vrai ça, t'en es à combien là? C'est vrai que c'est trop bien ce défi. De lire les fameux 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie. Déjà que moi j'ai du mal à lire les 100 que je veux lire. Alors 1001, j'avoue que c'est un défi de ouf. Vraiment, je te félicite pour ça. Ensuite, alors on passe donc à encore un autre style. Du coup, je sais plus où je suis. Voilà. Qui est le premier, donc c'est L'Ouvrier de la nuit, qui est le premier roman de Bernard Clavel, qui est un auteur assez connu, un auteur français assez connu. Hein.
et qui a depuis été réédité, je le précise parce que du coup, peut-être que ça vous parlera plus, mais qui a été réédité sous le titre Jura, à partir de 1971. Voilà, chez Robert Laffont. Donc avant, il était chez Julia avec l'ouvrier de la nuit, et ensuite chez Robert Laffont sous le titre Jura. Et en fait, c'est un roman un peu autobiographique finalement, puisque on va donc suivre notre auteur qui va faire un peu une confession de... Alors, en gros, il va nous expliquer un peu tous les sacrifices qu'il a fait par ambition. Voilà, parce qu'il avait vraiment une grande ambition, des rêves de réussite, etc. Il a fait beaucoup de sacrifices, tout ça pour au final pas aboutir à grand-chose. Et donc, il va faire un peu le bilan de sa vie et de tout ce qu'il a raté, de tout ce qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Voilà, bon, moi personnellement, hein, je vous avoue que je ne suis pas de ouf avec ça. Mais bon, voilà, c'est un auteur connu et c'est son premier livre et voilà. Et il y a même eu une biographie qui a été faite de lui aussi par Michel Aragon, voilà. Il fait une biographie de Bernard Clavel. Mais voilà. Ah ouais, c'est vrai, Julie, ton père a beaucoup lu Clavel, d'accord, c'est marrant. C'est marrant. Moi, j'ai... Ah ouais, toi, t'aimes bien Michel. J'ai jamais lu Bernard Clavel. Bah, du coup, ça peut vous intéresser si vous l'avez pas lu, celui-là. Coucou, Bubu. Bah oui. T'étais où? Alors. Ouais, ça va, il en reste encore quelques-uns, là. On a commencé tard parce qu'on a papoté pendant une demi-heure. on a pas mal papoté, donc on a commencé un peu tard. Donc, ça va. Ah, c'est marrant, ça, Martine. Ah, t'as lu beaucoup de livres, mais pas celui-là, mais par contre, t'as lu la biographie. Ok. Eh ben, ok. Moi, j'ai jamais lu cet auteur. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas. Bon, depuis, il est décédé, malheureusement. Mais ouais, peut-être je regarderai ce qu'il a fait. Je crois pas avoir un seul livre de lui, hein, honnêtement. Voilà, je le connais juste parce que de nom, quoi, en fait. Hein, voilà, mais sinon... Ah, d'accord, ok. Ah, super! Bubu, t'allais accueillir une amie d'Édimbourg. Ah, classe. Ok. Ah bon, ça me rassure, je suis pas la seule à pas l'avoir lu. Me sentais seule là. Ok. Ben voilà pour celui-ci. Allez, on part au Japon avec un auteur que j'affectionne pour ma part cette fois. Donc il s'agit de Yukio Mishima avec Le Pavillon d'Or. Et je le connaissais, enfin si je le connaissais de nom, mais je savais pas de quoi il parlait celui-ci, je ne m'étais pas penchée dessus et ça m'intrigue pas mal. Puisque en fait l'auteur, en fait finalement c'est un true crime, hein. C'est vraiment, c'est un peu l'ancêtre du true crime, non je le prononce comme Séverine, du true crime. Puisqu'en fait, il va faire, donc Yukio Mishima va se baser sur un fait divers qui n'est autre que l'incendie du pavillon d'or de Kyoto. Voilà, pavillon d'or, c'était un monument assez connu, ben, voilà, qu'on voit là sur la couverture hein, du livre. Donc, et c'était un jeune moine bouddhiste qui avait incendié le pavillon d'or. Et en fait, donc... voilà, en fait, on nous dit, donc il nous explique sur Wikipédia l'historique du livre, en fait. Hein, il nous dit que, voilà, ouais, c'est ça, l'historique du livre et du pavillon, surtout. C'est un pavillon qui date d'avant l'an 1400 et qui a été préservé de la destruction à nombreuses reprises jusqu'à ce qu'il soit incendié. Donc du coup forcément ça a énormément marqué et choqué les Japonais, un peu comme nous avec Notre-Dame en fait, hein. Voilà, c'est typiquement un peu le même truc, hein. Et donc alors je sais pas si Yukio Mishima a imaginé la vie de l'incendiaire ou si c'est vraiment la vraie vie, c'est pas dit, mais j'ai l'impression qu'il a un peu extrapolé, qu'il a un peu romancé en fait, hein, parce qu'on nous dit pas basé sur des, enfin on ne dit pas que c'est des faits réels, on nous dit que l'auteur se base sur ce fait divers là. Et donc en fait Mishima va nous raconter donc la vie de cet incendiaire qui s'appelle Mizoguchi, qui est le fils d'un prêtre bouddhiste.
Donc c'est lui-même un moine bouddhiste qui vit avec son oncle dans la campagne japonaise. Et donc il a été éduqué avec l'idée en fait que le pavillon d'or voilà, de Kyoto, c'est le paroxysme de la beauté. Voilà, c'est vraiment le summum de la beauté dans les constructions humaines, hein, on va dire. Voilà. Et donc c'est une référence esthétique, etc. Mizoguchi, il est pauvre et il est bègue aussi. Il est très laid. Et il n'a pas d'amis et en fait il va un peu se réfugier dans des fantasmes de vengeance et en fait il va vraiment nourrir une obsession pour la beauté et notamment celle de ce temple, hein. C'était un temple, hein, je n'ai pas précisé, mais voilà. Et voilà, donc il va raconter un peu cette fascination exacerbée qu'il a pour ce temple. Il a l'ambition d'en devenir le maître, soit d'en devenir le maître, soit d'en être le destructeur. Donc voilà. Bon bref, on va pas tout raconter, mais c'est intéressant. J'avoue que c'est intéressant. Moi j'aime beaucoup la plume de Mishima, donc typiquement ça peut être intéressant à lire. Ouais. Il a tout pour plaire, n'est-ce pas, Brici? Ouais. J'avoue, le pauvre Mizoguchi de base, c'était pas gagné. Ah ouais, Estelle, t'es allée dans ce pavillon à la classe. Moi déjà, si je pouvais aller au Japon, déjà, ce serait déjà pas mal. Ah mais du coup, si un jour j'ai l'occasion d'aller au Japon... De toute façon, moi j'aimerais pas faire que Tokyo, j'aimerais bien faire Kyoto aussi. Si un jour j'ai l'occasion, il faudra que je lise le livre avant, du coup. Mais voilà. Bon, après, oui, du coup, si tu es allé, c'est que depuis, ils l'ont réparé, quoi. Comme Notre-Dame, en fait, au final. Parce que là, ça a été incendié en 1950. Donc, j'imagine bien que tu n'étais pas née. Ah, la chance. La chance, Estelle. J'aimerais bien aller en Asie aussi. Mais bon. Ce sera pour plus tard, quand j'aurai des sous, un jour. Meuf, espère. Donc voilà pour celui-ci. Alors, on repart aux États-Unis avec un livre. Là, on est plutôt dans le réalisme, là. On n'est pas dans la science-fiction, parce que depuis tout à l'heure, les États-Unis, c'est science-fiction. Avec notre deuxième autrice de la sélection, qui est Grace Metalios, je ne sais pas comment ça se prononce. Peyton Place, donc qui est une saga. Alors il y a plein de tomes, hein, et d'ailleurs ils n'ont pas tous été traduits en français, pour la précision, et ça a donné lieu à une adaptation. Alors en film, c'est pas très connu, mais la série télé par contre est très connue, donc dans les années 60. Voilà. Et dans cette saga, on va suivre deux amis en fait, filles. Hein. Et on va suivre un peu leur tribulation dans ce village de Peyton, qui est dans une atmosphère assez puritaine au final. Donc on va suivre un peu on va découvrir un peu tous les secrets des habitants de la ville. Et puis ça va... Et en fait, ce livre, il a fait scandale à sa sortie. Hein, le premier tome a fait scandale à sa sortie. Parce que on trouvait que c'était très vulgaire, très... comment dire... c'était scandaleux, quoi. Voilà. Et en fait, pour cause, parce que en fait, c'était très féministe. Voilà. Alors déjà, bon, le fait que ce soit une femme, et puis surtout, elle a beaucoup mis en avant, apparemment, moi je ne l'ai pas lu, hein, mais elle a beaucoup mis en avant les femmes et les problèmes que les femmes pouvaient rencontrer dans cette société des années 50. Et du coup, oui, forcément, ça a fait scandale, parce que, oh là là, les femmes, voilà. Grosse polémique, on parle des problèmes de femmes. On en est là. Enfin, on en était là à l'époque, en tout cas. On en est toujours un peu là aujourd'hui, hein, mais voilà.
Mais ouais, moi je... Melrose Place. Ouais, bah là, c'est l'ancêtre de Melrose Place, en fait, hein, pour le coup. C'est vraiment l'ancêtre de Melrose Place. Mais oui, c'est ça, l'Amérique puritaine, exactement. Et d'ailleurs, elle va dénoncer, justement, dans Peyton Place, le puritanisme américain, quoi. Du coup, j'ai trop envie de le lire. Et donc, comme quand j'ai très envie de lire un livre, je regardais combien ça fait. Attendez, là j'ai mis roman, j'ai lu. Tome 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? On peut le commander sur Amazon, le vieux tome 1 là, de chez J'ai lu. À 3 €. Bah tiens. Peut-être me le prendre à 3 €. 320 pages. Wishlist, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, je le mets dans mon panier. Ouais. Ajouter dans mon panier. 3 €. Ah, je ne l'ai pas encore acheté. Je l'ai pas encore acheté. Hein. On va voir. On verra. Non, voilà. En tout cas, ouais, non, franchement, ça m'a rendue hyper curieuse. Sur le moment, au fait, quand j'ai vu Peyton Place, je me suis dit, ah, ça, je connais. Enfin, je connais de nom, quoi. Voilà, c'est le truc que tu t'as entendu parler, série télé, tout ça, voilà. Je me rappelle pas de la série télé, je n'étais pas née, mais je veux dire, j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, dans ma tête, c'était effectivement un truc à la Melrose Place. Voilà, c'était un truc, mais dans les années 50. Un truc pour Fifi, en fait. Hein. Voilà, je suis un peu rétrograde là-dessus, mais je pensais à ça, quoi. Avec des histoires d'amour, vous voyez le genre de truc, quoi. Alors qu'en fait, j'imagine bien qu'il doit y en avoir des histoires d'amour dedans, mais voilà, c'est pas que ça, quoi. Donc du coup, ça m'a titillé. Ça m'a titillé. Voilà. Est-ce que j'ai lu le dernier chapitre? Je crois que je l'ai pas lu encore. Faut que je le lise. Là ces derniers temps, j'étais en mode vite, il faut que je finisse mes lectures de février, tout ça. J'étais à l'arrache. Ah ouais, c'est vrai? Ah, intéressant, Natacha. Stephen King, tu crois que Stephen King le cite dans sa bio, ou en tout cas il y fait référence? Ah, c'est possible. Ok. Ah, ça dépend, hein. Moi, un bon thriller sans histoire d'amour, ça me va très bien. Moi, de toute façon, voilà. Selon l'intrigue, je peux très bien me passer des histoires d'amour. Même des fois, je préfère que... En fait, là où j'aime pas qu'il y ait des histoires d'amour, c'est quand on est vraiment dans des thématiques où, voilà, il y a des trucs à dénoncer et tout ça, et foutre une histoire d'amour par là-dessus, ça me saoule. Ça me saoule. Quand c'est en retrait, encore, ça va, mais quand ça prend le premier plan, ça me saoule un peu. Mais tout ce qui est SFFF, notamment, voilà. C'est pas trop les histoires d'amour en SFFF. Mais après, j'aime bien de temps en temps aussi, ouais. Plus de piment avec de l'amour. Ça me fait rire. Ça dépend. Ça dépend comment est traitée l'histoire d'amour, on va dire. Si c'est trop cucu, c'est chiant. Ah oui, toi, je sais que t'aimes la romantaisie. Toi, t'adores la romantaisie. T'es pas en terrain conquis, Brice. Au niveau des romances. Ouais, mais c'est clair, il y en a beaucoup. Bon, après, on va pas se mentir, des fois c'est cool. On aime bien quand il y a des petites romances qui surgissent, qui sont bien foutues et tout ça. Voilà. Mais il faut que ça soit bien foutu et surtout, il faut que ça serve l'histoire, quoi. Sinon... Ouais, je comprends, Estelle. Ouais, c'est vrai que quand t'es pas prévenu à l'avance qu'il va y avoir de la romance, enfin surtout que la romance va être au premier plan, c'est là que ça saoule, en fait. Ensuite, faut pas oublier que j'enregistre pour YouTube quand même, on va éviter de trop digresser. Alors, on passe à... Alors, j'ai appelé ça documentaire. Ils mettent enquête. C'est...
c'est tout simplement, en fait, c'est pas compliqué. Donc, pour une bibliothèque idéale de Raymond Queneau. Alors, Raymond Queneau, vous le connaissez certainement pour exercice de style, Zazie dans le métro, tout ça. Il aime beaucoup jouer avec la langue française, hein, je précise. Et là, en fait, il nous a tout simplement fait une liste des 100 livres favoris de nombreux écrivains. Donc voilà, alors je sais pas quels écrivains sont concernés, c'est pas précisé. Mais en tout cas, par contre, j'ai la liste. Si vous la voulez, là, je vous la mets. Et voilà, encore une énième liste des 100 livres. Hein, voilà. Encore une énième liste des 100 livres. Il faut les rajouter au 1001 livres. Oh, je pense qu'ils doivent être dans les 1001 déjà, à mon avis. En tout cas, la plupart. Peut-être pas tous, je sais pas. Faudrait voir. Avec Mathilde. Ouais, moi aussi, j'aime bien les listes. J'avoue, j'aime bien les listes. D'ailleurs, on pourra se refaire ça, une liste. Parce que là, j'ai deux lives en mars. Je savais pas trop quoi faire. J'avais mis un tag. Mais on peut, j'ai pas prévu, donc on peut faire ça à la place. Hein. Genre, regardez la liste là de Raymond Queneau, par exemple. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Voilà. J'en ai vu une pour l'instant. J'ai juste passé vite fait, hein, mais ouais. Ok, il n'y en a qu'une. C'est la loose. Oh mon dieu. Ça craint quand même, hein, franchement. Bon, après, on est dans les années 50. Hein. Faut aller pas s'attendre. Mais bon, je sais pas. Ouais. Ah si, il y a Émilie Brontë aussi. Il y a Agrippa... Attends, comment elle s'appelle? Ah si, il y a Madame de Lafayette. Agrippa d'Aubigné, voilà ça. Agrippa d'Aubigné, Madame de Lafayette, Émilie Brontë. On a 3. Bref, voilà. Pas ouf. Ouais, c'est pas faux, Bubu, mais bon, c'est rigolo. Une tier list avec les listes. La liste... Attends. La liste des meilleures listes. N'empêche, ouais, faudrait regrouper toutes les listes et voir quel livre revient le plus souvent et refaire une liste du coup, genre les 100 livres qui ont été le plus cités par des listes. Et donc ce sera la liste ultime. Ça c'est un truc, si j'avais le temps, je me régalerais à faire ça, honnêtement. Vraiment. Bon, je manque un peu de temps. Mais vraiment, je me régalerais à faire ça. À prendre toutes les listes qui existent et à calculer. Je mets une coche à chaque fois, à chaque livre qui est cité. Chaque fois qu'un livre est cité, plutôt. Et à la fin, on voit lesquels ont le plus de voix. La liste de la BBC des 100 livres, elle est plus facile à compléter. Ah ben, c'était celle que j'ai citée tout à l'heure avec le James Baldwin, là. Listeception, ouais, c'est clair. Ah, Prissy, bon courage pour terminer ton chapitre. Ouais, je comprends que c'est pas évident. Ah là là. Ouais, franchement, ce serait ouf de faire The List ultime. Oh putain, maintenant que je me suis dit ça, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Si je prends un petit peu de temps à chaque fois. Oh quand, ça y est, je me suis mis ça en tête là. De faire la liste ultime. Allez, franchement, attendez, c'est quand que j'avais dit que je faisais un tag? Attendez, je regarde mon... je regarde mon planning des lives. C'était quand? Ah merde, j'ai oublié de désépingler l'autre. Putain, attendez. Détacher du profil et d'épingler l'autre parce que sinon c'est un peu n'importe quoi. Il est là, on va le réépingler. D'ailleurs, on va aussi désépingler Littér Afrique parce que ça y est, c'est fini.
Tac. Donc, c'est juste pour me donner une deadline. Hein. Donc, le 12 mars. Ok, j'ai 10 jours. J'ai 10 jours pour arriver à faire cette liste ultime. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je peux tenter. En vrai, je peux tenter. Genre demain au boulot, par exemple, ça peut être calme. Je peux tenter déjà. Je peux commencer à regarder un peu. Bon, j'ai aussi mon défi lecture à mettre à jour. Là, putain. Je suis en retard sur mon défi lecture. Mais bon, ouais, non. J'avoue, Natacha. C'est pas gagné pour Hogwarts Legacy, c'est vrai. Oh putain. C'est n'importe quoi. Bibi, tu fais rire. Bah, ça sera pas ma liste. Alors, ma liste à moi, perso. Alors, c'est pas ma... Remarque, moi, j'ai pas fait une liste des 100 livres à lire que je conseille. J'ai fait une liste des 100 livres que je veux lire. C'est vrai que je pourrais aussi faire une liste des 100 livres que je vous conseille. Mais bon, je suis pas assez érudite. Je suis pas assez érudite pour ça. Donc non, ça sera la liste ultime, ça sera la liste composée d'autres listes en fait. Ce sera pas ma liste à moi en vrai. Merci les filles. T'as la motivation de ouf. Allez, on va se lancer là-dedans. Je vais essayer, franchement je vais essayer. Déjà demain j'essaierai de voir la liste des listes. J'essaierai de voir de trouver toutes les listes dont je peux. Je me mettrai, je garderai les liens quelque part quoi, pour pouvoir les retrouver et voilà. Bref, alors, allons-y. Putain, en plus il y aura la liste des 1001 livres aussi, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. La suite. On approche de la fin. Donc, Les Racines du ciel de Romain Gary. On reste en France. Après que là, il y a quelques romans français d'affilée là. Donc, Romain Gary, bon, ben pareil, on le présente plus. Même si, encore une fois, je ne l'ai jamais lu. Honte à moi, je sais, tout le monde dit il faut lire Romain Gary. Ben... Et là, on va, bah tiens. Là, on va parler de colonisation vraiment dans le sens strict du terme. Hein. On n'est pas sur la colonisation de la planète Vénus. On est sur la colonisation africaine. Puisque on va être en AEF, en Afrique équatoriale française. Voilà. Où l'idée d'indépendance commence un peu à germer dans ce pays. Ils ont envie de s'affranchir du régime français. Hein. Donc c'est dans les années 50, hein, vraiment. Et puis on suit principalement un personnage qui s'appelle Morel. Alors lui, par contre, je ne sais pas s'il est noir ou blanc. On ne nous le dit pas. On nous dit juste que Morel, à mon avis, il doit être blanc. Donc, je ne serais pas étonnée. On nous dit juste que Morel, il veut absolument empêcher l'extermination des éléphants en Afrique. Et donc le récit va raconter en parallèle donc son combat, ses actions, voilà les actions qu'il va mener en faveur des éléphants et la traque qu'il va subir en fait de la part des autorités, hein, parce qu'évidemment que à l'époque le trafic c'était pour les défenses, pour l'ivoire, hein, forcément, voilà. Et donc voilà, et en parallèle on va suivre tous les tout un peu la corruption locale, les conflits d'intérêts, etc. Donc voilà, avec la recherche de l'indépendance, la sauvegarde des traditions, la modernité aussi qui arrive, etc. Voilà, c'est vraiment un récit très... aujourd'hui, on peut parler de récit historique, hein, même si à l'époque, ça se situait de nos jours, on va dire. Voilà. Mais voilà, moi ça a l'air intéressant. Voilà. Donc à l'époque on parlait pas d'écologie, mais j'ai mis écologie pour dire qu'on est vraiment, parce que au-delà des éléphants, il y a vraiment une lutte aussi pour la préservation de la nature. Donc, typiquement, voilà, c'était l'écologie de l'époque. Hein. On parlait pas de réchauffement climatique à ce moment-là. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, ta fille devait le lire, Bubu, pardon. Toi, t'as du mal, Julie, avec Romain Gary ? Tu trouves son écriture prétentieuse. D'accord, c'est bon à savoir. Et toi, Bubu, t'avais lu La promesse de l'aube. Ouais, je crois que c'est son plus connu, hein, en même temps. Ouais, moi, franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout un auteur qui m'attire.
tout le monde dit waouh, c'est génial et tout, mais ça m'attire pas du tout. Je sais pas. À la limite, les thématiques de celui-là, peut-être, mais sinon, il fait pas forcément des thématiques qui m'attirent et je sais pas. Je suis pas de ouf à l'idée de lire cet auteur, donc voilà. Alors, on est toujours en France avec un roman moins connu, mais en fait, je l'ai mis. Alors, bon, il est quand même assez connu. Il a quand même un gros. Je le vois aussi par rapport à la taille de l'article Wikipédia en général. Hein, quand un livre a vraiment marqué, il a une grosse page Wikipédia. Là, il a une grosse page Wikipédia. Le rat d'Amérique de Jacques Lanzmann. Et je l'ai mis aussi parce que on va retrouver le terme de roman picaresque. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'était que le roman picaresque? Puisqu'on en avait parlé dans un précédent Rétrolité. Je fais l'institutrice. Je te remplace, Prissy. Est-ce que quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le roman picaresque? Ah oui, il y a La vie devant soi aussi, ouais, qui est connue de Romain Gary. Non, c'est pas par rapport au Picaros. Même si je crois d'ailleurs que... Je me demande s'il n'y avait pas une référence. Alors, pas à Tintin, mais justement au Picaros, il me semble. Oui. Alors, c'est pas une référence au Picaros, c'est que les Picaros, ça a la même racine que picaresque, en fait. Voilà. Donc oui, t'étais pas très loin, Estelle. C'est la même racine. Bon, visiblement, vous vous en souvenez pas. Donc, le roman picaresque, c'est en fait quand on est sur un récit un peu en mode autobiographique, même si c'est pas vraiment autobiographique, mais c'est raconté à la première personne. Donc, c'est le personnage principal qui va raconter sa vie. Et ce personnage principal, il a comme particularité d'être en marge de la société, souvent pauvre, parfois un peu oisif, vivant un peu aux dépens de la société, et qui va vivre des aventures un peu extravagantes, avec des rencontres, etc. Voilà, et donc des tribulations, c'est un peu ça, hein, c'est un peu des tribulations. Moi, ça me fait penser au vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. On est un peu dans ce style-là. Ou Forrest Gump. Ben voilà, c'est vraiment le truc de... même si... Alors, c'est pas totalement picaresque, parce que c'est pas raconté à la première personne, mais on est un peu dans le même principe, c'est-à-dire vraiment le héros un peu marginal qui va vivre des aventures et rencontrer des personnes comme ça sur son chemin, quoi. Voilà. Pour le roman picaresque. Alors, j'allais encore dire, vous aurez appris un truc, mais bon, je pense que comme moi, vous allez oublier dans pas longtemps. Quoique là, au bout de la deuxième fois, je pense que ça rentre un peu en tête. Mais bref, et donc voilà, ben, on va suivre. Alors, on est dans un roman en 3 parties. Et on va suivre les aventures d'un homme. Alors, il n'a même pas de nom. Si. C'est un jeune peintre, mais on sait pas son nom. Qui décide, après la Seconde Guerre mondiale, de partir tenter sa chance en Amérique du Sud. Et en fait, donc il a vraiment des rêves de réussite là-bas. Il va exercer plusieurs métiers, d'ailleurs. Et il va faire pas mal de rencontres. Et en fait, il va vraiment il va faire vraiment un gros constat sur la vie là-bas. Et notamment... toute la pauvreté et les faibles conditions de vie que connaissent les latino-américains. Voilà, donc ça va vraiment tourner autour de ça. Et il y a eu un film, voilà, en 1963. Mais voilà, bon après, je sais pas, peut être intéressant pour le côté Amérique du Sud, tout ça, mais bon après, c'est vrai que ce qui est un peu embêtant quand c'est des vieux livres comme ça, c'est que ça vieillit pas très bien parce que forcément ça fait le constat d'une société qui maintenant n'est plus la nôtre. Donc quelque part ça devient en un sens un roman historique, hein, on va dire, mais c'est vrai que du coup c'est moins pertinent à lire de nos jours. Mais voilà. Il
fallait quand même que j'en parle. Je comprends pas par contre cette couverture, mais un peu chelou cette couverture, hein. On est d'accord ou pas? Enfin bon. Alors, on retourne dans la science-fiction. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la science-fiction, là. Avec Retour à O, de Stéphane Houl. Alors, Stéphane Houl, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, je le prononce comme ça. Peut-être que c'est Vul. Mais ça fait bizarre, Vul, parce que ça fait penser à un autre mot. Donc, on va rester sur Houl. Il est très connu, cet auteur aussi. Auteur de science-fiction français. Et on est de nouveau dans un space opéra avec de la colonisation. Voilà, voilà. Et on va suivre Ja. Ja qui a été condamné à l'exil. Again, hein. Ils aiment bien les trucs d'exil aussi. Il a été condamné à l'exil à cause d'une négligence, on ne dit pas laquelle, qui a provoqué une explosion d'un quartier de la ville et donc la mort de milliers de personnes. Ja, c'est un... Ouais, donc, du coup, je pense qu'il a fait exploser une bombe. Ja, c'est un atomiste de renom. Donc voilà. Et il va être envoyé sur la Lune pour espionner, pour enquêter, en fait, sur la colonie qui a été fondée là-bas, sur la Lune, par des survivants. En fait, c'est des gens qui avaient été condamnés à mort et envoyés sur la Lune, mais ils ont réussi à survivre. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, tous les condamnés à mort étaient envoyés sur la Lune, mais en fait, il y a eu des survivants qui ont fondé une colonie. Alors oui, du coup, c'est pas vraiment une colonisation, hein. C'est moi qui ai extrapolé, c'est pas une colonisation, puisqu'ils ont été un peu là contre leur gré. Mais voilà, c'est pour dire que encore on a pris encore la place sur un autre pardon, territoire. Et voilà, et donc il va aller un peu enquêter là-dessus. C'est marrant parce que du coup, ouais, ça a été publié chez Folio Junior. Je trouve pas que ça ait l'air d'un truc jeunesse, honnêtement. Honnêtement, le synopsis fait pas du tout jeunesse, mais bon. Mais bon, quand tu vois que même le meilleur des mondes et tout, c'était sorti à un moment dans des éditions jeunesse, alors que le meilleur des mondes, ça parle quand même beaucoup de sexe et de trucs comme ça, quoi. C'est hoche, mais bon. Va savoir, va comprendre. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant, ces histoires-là de survivants sur la Lune. Mais voilà pour celui-ci. Alors, celui-là, je l'ai mis aussi parce que c'est un livre qui a fait polémique. On aime bien les livres qui font polémique. Le troisième œil de T. Lobsang Rampa. Alors, pourquoi il a fait polémique ce livre? Parce qu'en fait, l'auteur a prétendu que c'était un roman autobiographique. Donc, il a raconté ça en disant, alors, est-ce que c'est vrai ou faux finalement? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a vraiment fait un roman autobiographique. Il nous raconte que il a grandi dans une famille bourgeoise au Tibet. Et que son père était un des membres du gouvernement du 13e Dalai Lama. Et donc, il a appris le tibétain, il a appris le chinois, il a appris plein de choses d'ailleurs, et il était élevé pour devenir un lama, voilà, comme le Dalai Lama. C'est un titre, en fait, c'est un titre religieux, hein, le lama, voilà. Et donc, pas Dalai Lama, c'est le plus haut, hein, évidemment, hein. En gros, c'est comme s'il allait devenir prêtre, et le prêtre ultime, c'est le pape, quoi. Voilà, finalement, c'est un peu ça. Et voilà, et donc il nous raconte tout ça, mais sauf que, évidemment, ça a fait scandale parce que le Dalai Lama, en personne, a dit que c'était de la merde, hein, évidemment.
Voilà. Ça a été, voilà. Le 14e Dalai Lama, du coup, donc celui d'après, il a dit non, non, c'est une pure fiction d'un auteur occidental. Et surtout, alors il n'y a pas que lui qui a dit ça, surtout ce livre est considéré comme une imposture par les milieux académiques. Donc vraiment, apparemment, il y a vraiment eu je pense, des enquêtes qui ont été faites pour dire que en fait, il avait raconté de la merde, quoi. Voilà, bon, moi j'ai pas envie de le lire, mais juste je l'ai mis parce que je pense pas que vous ayez envie de le lire, sachant que c'est du bullshit. Mais du coup, voilà, fallait en parler parce que c'est un livre qui a fait un peu polémique. L'initiation secrète d'un enfant moine au Tibet, donc vous saurez que c'est a priori du bullshit. Voilà. Et le dernier est totalement what the fuck de la what the fuckerie. C'est pour ça que je l'ai mis, mais honnêtement, je pense pas le lire. Il s'agit donc de Yapu, bétail humain, de Shozo Numa. Et en vrai, en soi, ça pourrait être un truc que je pourrais kiffer. Sauf que, vu les thématiques, je doute que je kiffe. Enfin, c'est pas les thématiques sont cool. C'est surtout la façon dont c'est traité. À mon avis, le message, il va pas me plaire du tout. Puisqu'en fait, on est dans une société qui est dirigée par les femmes. Alors, très précisément, commençons par le début. En fait, on va être dans un roman d'anticipation à la base. Ça se passe dans les années 60, sachant que c'est sorti en 56. Au début, ça se passe dans les années 60, en fait. Mais dans les années 60, on va avoir la visite d'une personne du futur, en fait. Voilà, d'où le fait que, voilà. C'est une femme qui va accidentellement atterrir donc dans les années 60 à bord de son ovni, et en fait elle sait pas a priori qu'elle a remonté le temps, et donc elle va être persuadée d'être dans son monde, et donc elle va traiter les gens qu'elle va rencontrer comme elle traite les gens dans son monde. Et il se trouve que dans son monde, ce sont les femmes qui dirigent, et tous les hommes ont été esclavagisés. Et les pires, alors les blancs, ils ont un, bon, ça c'est comme dans la vraie vie, les blancs, ils ont un traitement de faveur, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Les blancs s'occupent des enfants, et donc les hommes, bien sûr, s'occupent des enfants et de la culture, ils sont coquets et efféminés. J'aime bien l'image, c'est plein de clichés, c'est pour ça aussi que, bon. Les noirs, eux, sont traités comme des esclaves, mais ils sont encore quand même considérés comme des humains, voilà, ils sont, enfin, à peu près, ils sont considérés comme des demi-êtres humains, ça va, ils sont sympas, et donc ils ont des demi-droits de l'homme, j'adore. Alors par contre, les jaunes, oui, c'est entre guillemets, je cite, c'est pas moi qui utilise ce terme, les jaunes, donc les japonais, alors voilà, là c'est typiquement les japonais dans l'histoire, ils sont plus considérés comme faisant partie du genre humain, ce sont des pièces de bétail, d'où le titre, voilà, donc c'est du bétail, voilà, homme d'élevage, et tous les jeunes qui sont pas japonais, eux, ils ont été anéantis, voilà, c'est bon. C'est la lie de la société. On les... Ça dégage. Oh putain, je rigole, je rigole, c'est une fiction, mais oui, c'est chaud. Alors, attendez, c'est pas fini. déjà là, on est sur un truc, voilà. On est déjà sur un truc pas mal, mais pas fini. Donc, bon, après on nous explique. Alors, je vous mettrai le lien vers la page Wikipédia parce que honnêtement, la page est immense. Mais le truc que j'ai relevé aussi, parce que bon, il y a trop de détails, j'ai pas tout lu, je suis pas, voilà. Le truc que j'ai relevé aussi, c'est que en fait, il va être beaucoup question de masochisme. En fait, j'ai compris. Alors, j'ai pas lu en détail. Encore une fois, c'est trop long. Mais j'ai compris que en gros, on va être sur truc de domination sexuelle par les femmes. Voilà. Mais que les hommes, ils vont kiffer. Alors, voilà. Fantasme japonais, typiquement, voilà.
Du coup, je vais vous passer le lien de la page Wikipédia parce que vraiment, la page est énorme. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais voilà, et ça a été plusieurs fois réédité. Je sais pas s'il y a une sortie française avant 2005, j'ai pas trouvé. Ça a été adapté en manga plusieurs fois aussi. Bisous Michel, bonne soirée, c'était le dernier hein, de toute façon. Bonne soirée Michel, merci d'être venu. Et voilà, en tout cas, franchement, s'il n'y avait pas ce truc, de domination féminine, de sexe, machin, ça m'aurait intéressé. Carrément, dystopie, esclavage, tout ça, machin. Mais là, comment dire, je pense qu'on est on est vraiment dans un fantasme masochiste. Voilà. Alors en plus, le livre, il a obtenu le prix SAD. Je crois que ça s'invente pas. Voilà, le prix SAD, voilà, en 2006. Voilà. Mais je voulais le mettre parce que je pense que c'est quand même extrêmement intéressant de savoir que ce livre existe déjà. Alors j'aime bien parce qu'il y a... Il y a des commentaires de Yukio Mishima. Alors on sait que Yukio Mishima, il était assez controversé aussi hein, comme personnage. Du coup je ne m'étonne pas qu'il ait commenté ça. Bon lui, le fantasme de domination par les femmes par contre, étant donné qu'il était gay, non. Sûr que non. Mais voilà, par contre il dit, ouais, alors voilà, Yukio Mishima, il dit que ça ressemble beaucoup aux 120 journées de Sodome. Voilà. Je pense que on est dans un truc bien pervers, bien glauque et bien dégueulasse. Clairement. Voilà. Ouais, non mais c'est clair, moi aussi Estelle. Non, moi aussi Estelle, j'ai pas... Après, franchement, j'aurais pu lire par curiosité juste pour pouvoir faire la critique derrière. Mais bon, c'est chaud quand même. Mais ça doit être un truc bien collector, hein, par contre, hein, parce que honnêtement, il doit pas y avoir beaucoup d'éditions. Tiens, juste pour voir, juste par curiosité, est-ce qu'on le trouve sur Amazon? Curiosity. C'est pas pour le mettre dans mon panier. Yapou. En fait, c'est Yapo. Ça se prononce normalement. C'est Yapo, pas Yapou, mais bon. Ah si, alors, il y a l'intégrale, donc c'est celui que j'ai mis là, la couverture. D'ailleurs, elle est assez... enfin, classe, je sais pas, parce que l'espèce de dinosaure à tête humaine, là, c'est un peu glauque, mais bon, elle est colorée, on va dire. Non, ah non, il part pas en wishlist. Alors, l'intégrale est à 35 balles quand même. En neuf, donc c'est le plus récent. Après, les plus vieilles éditions, c'est pas des intégrales, ça a été édité en 3 tomes. En 3 tomes, et donc pour dire que ça doit être un pavé, je pense. Alors là, par contre, voilà, d'occasion, à partir de 52 € pour un tome. 445 pages le tome. Bon, ça sera pas pour tout de suite, hein, même si j'avais envie de le lire, je crois que là... Ouais, c'est pour ça que je disais, c'est forcément des trucs collector, si ça n'a pas été réédité depuis. Voilà, là on est sur l'édition 2005. Donc voilà. Bon voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vais dire au revoir à YouTube qui a bien écouté nos digressions pendant des heures. Là, il va encore y avoir une vidéo de 2 heures. Désolé les gens de YouTube. Allez, prochaine vidéo YouTube, ce sera le bilan, puisque dimanche je fais un bilan lecture. Voilà, donc prochaine vidéo YouTube, le bilan lecture. Sur ce, bonne nuit YouTube ou bonne journée, hein, selon quand est-ce que vous écoutez la vidéo. Et à bientôt, miaou.